c'est un exercice sur les suites. Au bac, tu auras presque toujours un exercice sur les suites. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est toujours la même chanson. Il faut rester un peu optimiste, hein. Si tu penses que tout va mal, que tes notes sont catastrophiques, j'ai envie de te dire personnellement, tout va bien. Et tu peux poursuivre ce raisonnement ainsi de suite. Par exemple, si tu es dans un cas où le premier terme c'est U7, ben tu l'as compris, UN ça va être égal à U7 fois Q puissance N-7. En fait, en informatique, je veux que tu retiennes que compléter un algorithme, ça se fait en deux phases. La phase numéro 1, il faut établir un raisonnement stratégique qui va t'aider à résoudre la question comme si tu n'avais pas d'ordinateur. Et en fait, c'est la latinisation de son nom par les Européens qui a donné algorithmie, d'où le nom algorithme. C'est fini pour cet exercice, notamment avec la dernière question qui est un petit challenge en soi. Et tout ça, ça me fait penser à une sagesse que les moines Shaolin utilisent pour convaincre leurs disciples de travailler encore plus dur et encore plus fort avec la difficulté. Au programme aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer un sujet d'entraînement au bac, le sujet spécimen 1 qui a été fourni par l'Éducation nationale et qui est disponible sur son site internet pour que tu puisses t'entraîner aux épreuves E3C du bac. Alors la particularité de ce sujet-là, c'est qu'il comporte 4 exercices, ce sont 4 problèmes, il n'y aura pas de QCM et le premier exercice qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est un exercice sur les suites. Au bac, tu auras presque toujours un exercice sur les suites. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est toujours la même chanson. Quand tu as fait 2 ou 3 exercices sur les suites, tu vas te rendre compte que c'est presque toujours les mêmes questions qu'on te pose et en plus dans le même ordre. Alors j'ai envie de te dire, si tu es préparé, ben c'est cool. Et si tu n'es pas préparé, c'est toujours la même merde. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est foutu, hein. Si tu penses que tu as pris trop de retard et trop de lacunes au fur et à mesure du temps pour réussir, c'est déjà bon signe. C'est que tu en as pris conscience et que tu es sur le bon chemin. Sinon, tu ne serais pas ici, hein. Et ça, c'est déjà un premier pas d'accompli vers la compréhension et la réussite. Il faut rester un peu optimiste, hein. Si tu penses que tout va mal, que tes notes sont catastrophiques, j'ai envie de te dire personnellement, tout va bien. Ton prochain contrôle de maths, il n'est pas maintenant à l'instant T, hein. Et même si ton prochain contrôle de maths, il est demain matin à 8 h, il te reste encore quelques heures pour être meilleur que maintenant et pouvoir progresser. Donc sans plus attendre, on se met tout de suite au boulot. Donc je te disais, pour les exercices de suite, on va toujours te poser les mêmes questions. D'abord, on va te demander de calculer les premiers termes, c'est-à-dire U0, U1, U2 et ainsi de suite. Après cela, on va te demander de déterminer la nature de ta suite et de savoir calculer sa raison grâce à la relation de récurrence. Et toutes ces premières questions-là, c'est pour te permettre de déterminer l'expression explicite de ta suite, c'est-à-dire déterminer U de n en fonction de son premier terme et de sa raison. Et c'est ça l'objectif. Car grâce à cette relation explicite, tu vas pouvoir calculer U de n directement. Par exemple, U1234 sans avoir à calculer le terme d'avant. Et à la fin de l'exo, on finit généralement par un algorithme à lire ou à compléter. Et t'inquiète pas, je te vois venir, hein. Si pour toi, comprendre un algorithme, c'est comme pirater un ordi de la CIA ou que tu as l'impression que tu es dans une prison au milieu d'un labyrinthe, t'inquiète pas, j'ai le plan d'évasion. J'ai élaboré une explication pour que quel que soit l'algorithme, ça soit évident maintenant pour toi et que tu puisses t'en sortir. Et tu me connais maintenant. Si tu as déjà fait 1 ou 2 exos de suite avec moi, tu sais que je conseille même, avant de commencer à lire l'énoncé, d'écrire directement au brouillon les 4 fantastiques. C'est les 4 formules des suites. Et tu sais pourquoi je les appelle les 4 fantastiques? En fait, parce qu'elles te sauvent la vie. J'aurais kiffé à l'époque que mon prof de maths me le dise. Mais moi, au lycée, c'était « Note ton cours et démerde-toi ». J'avais pas conscience qu'avec ces 4 formules, tu pouvais résoudre les 3/4 des exercices des suites. Alors, c'est quoi ces 4 formules? D'abord, tu as les 2 formules pour les suites géométriques. Tu as la première qui est U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. C'est la formule de récurrence à partir de laquelle on peut obtenir la raison Q que tu pourras ensuite injecter dans ta formule explicite. Et ta formule explicite, qui est la deuxième formule, c'est U de n est égal à U0 fois Q puissance n. C'est la formule directe pour calculer n'importe quel terme de ta suite du premier coup. Pour les 2 formules des suites arithmétiques, même raisonnement. Tu as la première qui est la formule de récurrence, qui s'écrit U de n plus 1 est égal à U de n plus R. Et tu as la deuxième qui est la formule explicite, qui s'écrit U de n est égal à U0 plus n fois R. Avec ces formules, tu vas déjà pouvoir faire plein de choses. On commence par lire l'énoncé. Une ancienne légende raconte que le jeu d'échecs a été inventé par un vieux sage. Son roi voulut le remercier en lui accordant n'importe quel cadeau en récompense. Le vieux sage demanda qu'on lui fournisse un peu de riz pour ses vieux jours, et plus précisément qu'on place un grain de riz sur la première case du jeu qu'il venait d'inventer, puis 2 grains de riz sur la case suivante,
puis 4 graineries sur la troisième case, et ainsi de suite. En doublant le nombre de graineries entre une case et la suivante, et ce jusqu'à la 64e case, puisque le plateau d'un jeu d'échecs comporte 64 cases. On note U1 le nombre de graineries présents sur la première case, U2 le nombre de graineries sur la deuxième case, et ainsi de suite jusqu'à la case 64. Avant de lire les questions, déjà commençons par une chose importante. Lorsque tu lis l'énoncé, il faut prendre l'habitude de repérer les infos importantes des spams. T'as bien vu que pendant que je lisais, j'ai surligné les bonnes informations. Et toi, tu peux en faire de même. Dans tout ce bloc-là, tout le premier paragraphe, t'as bien vu que c'est que du spam. Par contre, le deuxième paragraphe, c'est là qu'il y a des infos utiles. On comprend qu'à chaque fois qu'on avance d'une case, on double le nombre de graineries. Et tout ça jusqu'à la case 64. Donc dans la question 1, on te demande de déterminer U1, U2, U3, U4 et U5. J'ai envie de te dire, vraiment dans cette question, ils nous prennent pour des rigolos. Même les questions de la journée d'appel à la défense, elles sont plus difficiles. Si j'ai 5 bonbons dans la poche et que j'en mange 3, combien me reste-t-il de bonbons? N'allez pas trop vite. Mais tant mieux, ça va nous faire un demi-point de gagner facilement. T'as bien vu que pour U1, t'as juste à compter le nombre de graineries de la case correspondante. Donc U1 c'est égal à 1, ça correspond à la première case du dessin. U2 c'est égal à 2, bien sûr ça correspond à la deuxième case. U3 c'est égal à 4 et U4 c'est égal à 8. Et pour U5, en fait t'as juste à doubler le nombre de graineries de la case précédente qui est U4. Donc ton U5 c'est 8 fois 2, c'est égal à 16. Pour la question 2 maintenant, on te demande d'exprimer pour tout entier naturel n non nul u de n plus 1 en fonction de u de n. Donc on a compris d'après l'énoncé que pour passer d'une case à la case suivante, on multiplie par 2 le nombre de graineries. Qui dit multiplier par 2, automatiquement ça veut dire suite géométrique. Sinon, on t'aurait dit ajouter ou soustraire pour les suites arithmétiques. Et donc, on va piocher dans les formules du post-it l'expression de récurrence d'une suite géométrique. Donc, l'expression de récurrence, c'est celle qui s'écrit u de n plus 1 est égal à u de n fois q. En gros, pour passer de la case un à la case un plus 1, on multiplie par 2. Donc, ton un plus 1, c'est égal à un fois 2. Et donc, la raison, c'est q égale 2. Maintenant, pour la question 3, on te demande de déduire la nature de la suite UN et d'en préciser les éléments caractéristiques. Et ensuite, on te demande d'exprimer pour tout entier naturel n non nul UN en fonction de n. Pour la première partie de la question, c'est très simple. On l'a dit tout à l'heure dans la question numéro 2, c'est une suite géométrique. Car pour passer d'une case à la case suivante, on multiplie par 2. Donc ça, c'est bon. Ensuite, quand on te demande de préciser les éléments caractéristiques, en gros, c'est de déterminer la raison et le premier terme. C'est toujours ces deux paramètres qu'il te faudra pour avoir l'expression de ta suite explicite, celle qu'on a écrite sur le post-it. Et c'est cette expression qui te permet de calculer directement n'importe quel terme UN qui est notre objectif. Donc pour la raison, on a dit que c'est Q est égal à 2. Et pour le premier terme, on a U1 c'est égal à 1. Et ici, la suite commence par le rang n égale à 1 car on n'a pas de case numéro 0. Et donc, on commence par la case 1 où il y a un grainerie. Et c'est pour ça que le premier terme de ta suite va être U1 et pas U0. Et donc, ton premier terme U1, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est égal à 1. Et tu as raison, Q c'est égal à 2. Maintenant, avec tout ça, on va pouvoir donner l'expression de UN en fonction de n qui te permet de calculer directement n'importe quel terme de ta suite. Comme prévu, on utilise la formule explicite du post-it. UN est égal à U0 fois Q puissance n. Par contre, là, il y a un petit piège, mon gars. Je te le dis, nous, on sait que dans cet exo, le premier terme de ta suite, c'est U1 et pas U0. Donc, il faut adapter cette formule à notre cas. En fait, la formule générale d'une suite géométrique explicite, c'est U de n est égal à UP fois Q puissance n-p. Alors tu te dis, d'où il sort ce P? C'est quoi ce truc? En fait, c'est très simple. Ce P, c'est pour dire premier terme. Donc ton UN, c'est égal à U du premier terme fois Q puissance n moins le premier terme. Donc si comme d'habitude, le premier terme de la suite commence au rang 0, donc P, il vaut 0. Et donc ton UN, c'est égal à U0 fois Q puissance n moins 0. Et ça, c'est égal à U0 fois Q puissance n. Et tu retombes sur tes pattes, sur la formule que tu connais. Et si ta suite commence par le rang 1, comme ici, donc ton petit p, il est égal à 1.
Et donc ton UN est égal à U1 fois Q puissance n-1. Et tu peux poursuivre ce raisonnement ainsi de suite. Par exemple, si tu es dans un cas où le premier terme c'est U7, ben tu l'as compris, UN ça va être égal à U7 fois Q puissance n-7. C'est mieux je pense que je te l'explique comme ça plutôt que de te balancer la formule dès le début sans explication et que tu piges rien. Maintenant que tu sais d'où ça sort, tu pourras plus te faire piéger si le premier terme de ta suite géométrique commence par un autre rang que le rang 0. Au final, on a dit que UN c'est égal à U1 fois Q puissance n-1 avec U1 c'est égal à 1 et Q c'est égal à 2. Donc UN c'est égal à 1 fois 2 puissance n-1 c'est égal à 2 puissance n-1. Et on vient d'établir l'expression explicite de ta suite. Maintenant, passons à la question 4. On te demande de calculer le nombre de grains de riz qui doivent être disposés sur le plateau pour satisfaire à la demande du vieux sage. Cette question, ça fait partie des classiques sur les suites. Elle tombe pas systématiquement à tous les exos de suite, mais tu peux quand même la voir à la fin d'un exo de bac. On te demande de faire la somme de tous les grains de riz qu'il y a sur les 64 cases de l'échiquier. En gros, de faire première case, plus deuxième case, plus troisième case, et ainsi de suite jusqu'à la case numéro 64. T'as vu? C'est long de ouf si tu dois le faire comme ça. Ce que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle la somme des termes d'une suite géométrique. En fait, dans ton cours, il y a une formule qui te donne la réponse directe. Et promis, c'est la dernière. Et au moins, tu l'auras vue une fois. Donc je te la donne, je la mets sur le post-it. La formule de la somme d'une suite géométrique, c'est égal au premier terme fois Q puissance nombre de termes moins 1 divisé par Q moins 1. Donc dans notre cas, le premier terme, U1, il vaut 1. Le nombre de termes, il est égal à 64 et la raison Q, c'est égal à 2. Et si on remplace bêtement les valeurs dans la formule, on a donc la somme, c'est égal à U1 fois Q puissance 64 moins 1 divisé par Q moins 1. Et ça, c'est égal à 1 fois 2 puissance 64 moins 1 divisé par 2 moins 1. Et c'est égal à 2 puissance 64 moins 1 qui est égal à 1,84 fois 10 puissance 19 grains de riz d'après la calculatrice. Moi, je te conseille de laisser sous la forme 2 puissance 64 moins 1, car c'est la valeur exacte. Et juste par curiosité, un grain de riz, ça pèse en moyenne 0,04 g. J'ai fait taper ça à la calculatrice et ça représente au total 736 milliards de tonnes de grains de riz. En fait, ce sage qui a créé le jeu d'échecs, c'est un petit malin. Il va vider toutes les réserves de riz du roi et encore, ça sera même pas assez. Alors ça, c'est très tordu, mais vraiment intelligent. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de faire, les 4 premières questions que tu viens de résoudre, ça correspond aux questions classiques d'un exercice de suite au bac. Dans 80% des cas, on va te poser ces questions-là. Donc la première, on t'a demandé de déterminer les premiers termes de ta suite. U1, U2, U3 et ainsi de suite. Ensuite, dans la deuxième question, on t'a demandé de déterminer la nature de ta suite et tu as pu montrer qu'elle était géométrique grâce à l'énoncé. Tu as compris que pour passer d'une étape à l'étape suivante, il suffisait de multiplier par 2 le nombre de grains de riz. Et tu as aussi pu déterminer la raison de ta suite grâce à la formule de récurrence des suites. U de n plus 1 est égal à U de n fois Q. Ensuite, pour la troisième question, on t'a demandé, grâce à tout ça, d'exprimer l'expression explicite de ta suite, c'est-à-dire U de n en fonction du premier terme et de sa raison Q. Et pour la dernière question, on t'a demandé de calculer la somme d'une suite géométrique grâce à la formule de la somme des suites géométriques. La somme, c'est égal à premier terme fois Q puissance n-1 divisé par Q-1. Passons à la question 5 maintenant, la dernière. On te dit, on veut écrire une fonction en langage Python qui détermine à partir de quelle case le vieux sage disposera d'au moins R grains de riz. Une ébauche de cette fonction est donnée ci contre 1. On te demande de recopier et compléter cette fonction afin qu'elle renvoie le résultat désiré. Donc là, tu l'as compris, on aborde la question où il faut compléter un algorithme. En fait, pour commencer, je vais illustrer avec un exemple pour que ce soit bien clair. Par exemple, si on prend R est égal à 500. Ça veut dire à partir de quelle case il y aura au minimum 500 grains de riz sur l'échiquier. Maintenant, parlons de l'algorithme. Un algorithme, en fait, c'est un programme informatique. Je sais que généralement, c'est pas la tasse de thé des élèves, mais une fois que tu sais faire, c'est très utile et ça simplifie vachement la vie quand tu as des calculs longs et fastidieux. Et nous, on est la génération 2.01. On est content quand on a un programme informatique et un ordinateur qui fait les calculs à notre place super vite. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette question. Tu verras tout ce qu'il faut savoir des algorithmes dans ton programme du bac. Comme ça, il n'y aura plus de secret pour toi.
En fait, en informatique, je veux que tu retiennes que compléter un algorithme, ça se fait en 2 phases. La phase numéro 1, il faut établir un raisonnement stratégique qui va t'aider à résoudre la question comme si tu n'avais pas d'ordinateur. Un ordinateur, tu le sais, c'est bête et méchant. Ça fait juste ce que tu lui demandes de faire. Si le raisonnement n'est pas clair dans ta tête, tu vas programmer n'importe quoi et l'ordi va faire n'importe quoi. Lui, c'est juste calculer plus vite que toi, c'est tout. Donc une fois que ta stratégie de résolution est bien définie, tu peux passer à la phase numéro 2. La phase numéro 2, c'est l'étape de programmation et donc compléter ton code Python. Et j'insiste, tu es obligé de passer par ces 2 étapes l'une après l'autre. T'as beau être le Bill Gates du langage Python, tu pourras pas remplir ton code si tu ne sais pas ce que tu veux et où tu vas. Et bien sûr, tu sais que je vais pas te laisser en galère. On va faire les phases 1 et 2 ensemble. Pour l'instant, je laisse de côté le code Python. Je fais exprès de ne pas le lire, on va voir ça après. Donc, tu as remarqué que dans la question 4 de l'exercice, on t'a donné le numéro de la case N et on te demande de calculer combien de grains de riz R tu dois déposer sur ton échiquier pour arriver jusqu'à cette case. Et c'est ce que j'ai représenté dans le schéma que tu vois ici. Maintenant, pour la question 5, c'est le chemin inverse. On veut savoir, pour un nombre de grains de riz grand R sur l'échiquier, on arrive à quelle case grand N. Et c'est ça qu'on veut calculer à l'aide du programme. Donc pour la phase numéro 1, je vais t'accompagner avec un exemple pour mettre en place le raisonnement de résolution. Supposons que tu es le vieux sage et qu'on te demande il faut combien de cases minimum pour avoir au moins 500 grains de riz sur l'échiquier. Instinctivement, ton cerveau va procéder par comparaison. Tu vas regarder le nombre de grains de riz sur la première case et comparer avec les 500 grains de riz que tu veux. Si tu n'as pas au moins 500 grains de riz sur l'échiquier, tu vas ajouter les grains de la deuxième case et voir si maintenant tu as au moins 500 grains de riz sur l'échiquier. Et si c'est toujours pas le cas, tu continues ainsi de suite et tu t'arrêteras que lorsque tu auras atteint la case où tu auras au moins un total de 500 grains de riz sur l'échiquier. Donc pour les premières cases, c'est un jeu d'enfant pour ton cerveau. Et bien évidemment, plus le nombre de cases va augmenter et plus ça va te prendre du temps de faire cette comparaison. Eh bien, ce raisonnement-là, c'est exactement ce que tu vas demander à faire à ton code Python. Et toi, ton but, c'est de transformer ce raisonnement en algorithme parce que c'est suivant cette logique que tu vas compléter ton programme. Une fois que ça c'est compris, on peut passer à la phase numéro 2 et s'intéresser au code Python. Donc pour remplir un code Python, il faut déjà savoir le lire. Tous les codes Python que tu vas rencontrer dans tes exos du bac ou en contrôle, ils sont formés de 4 blocs qui sont toujours les mêmes. Là, on a le programme devant nous que j'ai décomposé suivant ces 4 blocs. Le programme se lit toujours de haut en bas et on a le bloc numéro 1 qui correspond au nom du programme, le bloc numéro 2 qui correspond aux conditions initiales, le bloc numéro 3 qui est la boucle et le bloc numéro 4 qui te donne le résultat. Commençons par le premier bloc, c'est la ligne numéro 1. Elle correspond au nom de ton programme. Là, ils l'ont appelé def nombre de cases, mais ils l'auraient appelé toto, c'est pareil. C'est comme quand tu enregistres un fichier Word, tu mets le nom que tu veux. Ce qui est surtout important dans cette ligne, c'est le nom de la variable qui est entre parenthèses. Ici, c'est grand R1, ton nombre de grains de riz au total sur l'échiquier. Et ça correspond à la valeur que tu devras saisir pour faire fonctionner ton programme. En gros, pour quelle valeur de grand R tu veux que ton programme te donne un résultat à la fin du code. On va prendre un exemple pour comprendre cette notion de variable. Tu as peut-être déjà essayé de calculer un jour ton IMC, ton indice de masse corporelle, grâce à une application sur ton smartphone. Eh bien, une application, c'est rien d'autre qu'un programme. Eh bien, ce programme d'IMC, il a besoin de 2 variables pour fonctionner, ton poids et ta taille. Et quand tu vas lui entrer les valeurs de ton poids et de ta taille, lui à l'intérieur, il a une formule qui utilise ces 2 valeurs pour calculer ton IMC. Et c'est ça que l'application va te donner. Maintenant, si on se met dans le contexte de l'énoncé, grand R correspond au nombre de grains de riz total sur l'échiquier. Et c'est pour cette valeur de grand R qui est ta variable qu'on va demander au programme de faire son calcul et de nous dire sur quelle case on est à la fin. Et ton résultat final se lit sur la dernière ligne du code, au niveau du bloc numéro 4. Et donc, la commande return case te donne le résultat que tu vas avoir en sortie de ton code, c'est-à-dire ton numéro de case. Passons au bloc numéro 2. C'est là que tu définis les conditions initiales de ton programme. En gros, ton programme a besoin de valeurs de départ pour utiliser les formules qui vont être dans le bloc numéro 3. Ce sont les formules, par exemple, l'expression de ta suite ou l'expression de ta somme. Donc ici,
Ta valeur de départ pour calculer les termes de ta suite, c'est U1 est égal à 1. Et ça, en langage Python, ces deux lignes du code se lisent pour la case numéro 1, la valeur de ta suite U vaut 1. Et comme dans ce programme, tu dois aussi calculer la somme de ta suite pour avoir le nombre total de graineries sur l'échiquier, et bien la troisième ligne du bloc numéro 2 qui s'écrit en Python somme est égale à U, cette ligne-là, elle va te permettre de donner une valeur de départ à ta somme. Elle correspond donc à la somme de toutes tes cases. Et comme on est au tout début de la situation, qui correspond à la case 1, et bien la somme va être égale à U, c'est-à-dire le nombre de graineries qu'il y a sur la première case. Passons maintenant au troisième bloc qui est le plus important. C'est le cœur de ton programme. C'est pour ça qu'on te demande de le compléter. C'est celui qui va de la ligne while jusqu'à l'avant-dernière ligne. C'est ce qu'on appelle la boucle, car il va utiliser une ou plusieurs formules en boucle. En fait, ça repose sur le même principe que la formule de récurrence des suites. Tu sais, celle avec U de n plus 1 est égale à U de n fois Q. Et donc, si tu veux calculer U de 1000, tu vas calculer d'abord U1, puis à partir de ce résultat, tu vas calculer U2, puis U3, et ainsi de suite en utilisant U de n plus 1 est égal à U de n fois Q en boucle jusqu'à arriver à U de 1000. On continue et on va revenir ensuite sur la ligne while après. Donc dans ce bloc 3, on va trouver en fait les expressions de formules que tu veux utiliser pour le calcul 1. Donc dans notre cas, c'est celle de la suite UN et celle de la somme. Et c'est ce qu'on va devoir compléter. Petite astuce, comme je suis déjà passé par là, des programmes comme ça pour des exos de bac, j'en ai fait plein dans ma vie. Très souvent, pour compléter ton programme, il est fort probable que tu vas te servir des formules que tu as trouvées dans les questions précédentes. C'est même fait exprès et ici, ça loupe pas. Pour ta suite U, comme on sait que ton programme va tourner en boucle, on va utiliser l'expression de récurrence U de n plus 1 est égal à U de n fois Q qui est égal à 2 U de n. Et en langage Python, pour compléter ton code, ça s'écrit U égale 2U. Et en fait, ça se lit toujours de la même manière. Mon nouveau U à gauche du signe égal, qui correspond à U de n plus 1, c'est égal à 2 fois l'ancien U à droite du signe égal, qui est UN. On peut passer maintenant à la formule de la somme. Et pour la formule de la somme, on va procéder de la même manière. Et on va faire un petit schéma pour nous aider. Ça va nous permettre de mieux voir. Donc l'expression de récurrence de ta somme, elle va se noter Sn plus 1, c'est égal à Sn plus Un. Et en fait, ça veut dire la nouvelle somme Sn plus 1, c'est égal à l'ancienne somme Sn plus le nombre de graineries à la case n, c'est-à-dire Un. Et en langage Python, ça s'écrit somme est égal à somme plus U. Et donc ça se lit ma nouvelle somme à gauche du signe égal qui correspond à Sn plus 1, c'est égal à l'ancienne somme à droite du signe égal qui correspond à Sn. Et bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter U qui correspond à Un. Et pour l'avant-dernière ligne du programme où il y a écrit case est égal à case plus 1, ça se lit pareil. La nouvelle case à gauche du signe égal, c'est l'ancienne case à laquelle on ajoute 1. Maintenant, on revient à la ligne où il y a le while. While en langage informatique, ça veut dire tant que. Et dans l'énoncé, on te demande de déterminer la case où le vieux sage aura au moins R graineries au total. Ici, c'est le au moins R graineries qui est important dans la question. Il faut écrire dans cette ligne while somme inférieure à grand R. Ça veut dire que tant que ta condition somme de graineries au total sur l'échiquier est inférieure au nombre de graineries que tu as choisi reste valide, le programme va tourner en boucle. Et donc, dès que le nombre de graineries au total est supérieur ou égal à R, le programme va s'arrêter et te renvoyer le numéro de la case pour laquelle il s'est arrêté. Moi, j'ai fait le programme pour R est égal à 2020 et j'obtiens la case numéro 11. Avec tout ça, on vient de compléter ton code Python. Et en résumé, ce que je veux que tu retiennes, c'est surtout les 4 blocs qui composent ton code Python. Donc, le premier bloc, on l'a dit, c'est celui où tu vas trouver le nom de ton programme. Mais ce qui est surtout important dans ce bloc-là, c'est que tu y retrouves le nom de ta variable d'entrée. Pour le deuxième bloc, c'est là que tu retrouves tes conditions initiales, c'est-à-dire ton premier terme par exemple. Pour le troisième bloc, qui est le plus important et qui est le cœur de ton programme, c'est là que tu vas trouver les formules qui vont te permettre de calculer ce que tu souhaites faire dans ton exercice. Et ce sont des formules qui sont écrites généralement sous la forme de récurrence, c'est-à-dire U de n plus 1 en fonction de U de n. Et pour le dernier bloc, le bloc numéro 4, c'est celui qui va te donner ton résultat final, ta variable de sortie. Voilà, on vient d'arriver au bout de cette question et si tu as encore des difficultés, il n'y a rien d'anormal. Le contraire serait même plutôt bizarre. Je t'invite juste à revoir les étapes une par une jusqu'à que tu comprennes. D'ailleurs, Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Et si ça peut te rassurer, sur une échelle de difficulté de 1 à 10, pour cette question de programmation, on est plutôt autour de 9-10
que de 1 à 2. En termes de programmation à ton niveau, tu peux pas avoir plus dur, hein. Mais au moins, tu auras vu le cas le plus extrême. Il est probable qu'au bac, tu aies un exercice plus simple, mais c'est en faisant plusieurs exos d'algorithmique que le métier va rentrer. Voilà, c'est fini pour cet exercice, notamment avec la dernière question qui est un petit challenge en soi. Et tout ça, ça me fait penser à une sagesse que les moines Shaolin utilisent pour convaincre leurs disciples de travailler encore plus dur et encore plus fort avec la difficulté. Et tout ça jusqu'à 18 heures par jour. Alors ça paraît presque impossible à faire et à tenir. Pourtant, il y a des êtres humains comme toi et comme moi qui le font. En fait, les moines Shaolin, ils disent que la difficulté, c'est du mental, hein. Bien sûr, il ne faut jamais se dire qu'on ne va jamais y arriver, qu'il est impossible d'atteindre un certain niveau. Travaille, avance et persévère. Bien sûr, tu vas voir que tu vas ressentir de la difficulté, tu vas ressentir de la fatigue, mais tu peux être sûr, si tu es bien accompagné avec des personnes compétentes, tout le travail et tous les efforts que tu vas fournir, ça va te donner un résultat en or. Et pour la petite histoire, à propos des algorithmes, il faut savoir que ce nom-là vient du nom d'un célèbre mathématicien perse du 9e siècle qui s'appelait Al-Khawarizmi. Et en fait, c'est la latinisation de son nom par les Européens qui a donné algorithmie, d'où le nom algorithme. En fait, les algorithmes, ça permet à des ordinateurs ou à des machines de faire des tâches automatisables très rapidement. D'ailleurs, avec la puissance de calcul de nos ordinateurs actuels, on est capable de faire 1000 milliards de calculs à la seconde. Et notre monde actuel ne sait plus vivre sans ces algorithmes. D'ailleurs, tu as peut-être déjà entendu parler d'intelligence artificielle, ou qu'on appelle aussi une IA. Jarvis, faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Eh bien, une IA, une intelligence artificielle, c'est rien d'autre qu'un algorithme permettant à des machines de pouvoir imiter une certaine forme d'intelligence réelle. Alors, une des intelligences artificielles que tu as sûrement déjà utilisées au moins une fois dans ta vie, c'est l'application Siri de Apple. On va faire le test pour voir. Dis Siri, combien font 0 divisé par 0? Imaginez que vous avez 0 biscuits et que vous les partagez à part égale entre 0 amis. Combien de biscuits ont chacun de vos amis? Vous voyez, ce n'est pas logique. Alors j'aime bien faire cette blague, hein, et tu vois qu'il n'est pas con le truc, hein. Plus impressionnant encore, il y a un casque militaire développé par l'armée américaine et qui coûte 400 000 $ pièce. Et tout ça parce qu'il est blindé d'intelligence artificielle avec pour unique but de permettre aux pilotes en situation de combat de prendre les bonnes décisions au bon moment et ça de manière très rapide. C'est comme si tu avais un footballeur que tu lui donnais un casque qui lui permet de savoir quelle est la bonne passe et le bon timing pour la faire. Et c'est comme si on pouvait avoir que des messies sur le terrain. Alors c'est bien sympa toutes ces machines qui grâce aux algorithmes et donc aux intelligences artificielles nous facilitent vachement la vie. Mais l'histoire a prouvé qu'il faut toujours accompagner l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine. Et d'ailleurs on doit tous la vie à un certain Stanislas Petrov qui est un lieutenant-colonel soviétique. En fait, en pleine guerre froide en 1983, durant l'un des pics de tension entre les soviétiques et les américains, les satellites de surveillance soviétiques ont détecté l'envoi de 5 missiles à tête nucléaire sur la Russie. Ça voulait dire que dans les 5 minutes à suivre, une partie de la Russie aurait été rayée de la carte. Et en fait, Stanislas Petrov, qui était au poste de surveillance, a fait fonctionner son bon sens paysan. Il s'était dit que si les Américains allaient attaquer, ils allaient envoyer plein de sauce et pas seulement 5 missiles. Et en fait, il a décidé de ne pas prévenir sa hiérarchie qui aurait riposté tout de suite, entraînant le monde dans une guerre nucléaire sans précédent. En fait, ce qui s'est passé, il s'est avéré que les satellites de surveillance qui étaient blindés d'intelligence artificielle, ils avaient confondu le reflet solaire et le reflet des nuages avec des missiles. Donc voilà, je vous laisse méditer sur toutes ces questions d'intelligence artificielle et je te dis à une prochaine. Ciao, ciao!